On ne vous a jamais appris à vous tenir dans une salle d'audience de tribunal? Non? Personne. Vous non plus. Vous a jamais appris à vous tenir dans une salle d'audience de tribunal? Debout, on se lève quand le président du tribunal entre dans la salle. Voilà, ils sont jeunes, ils sont déjà épuisés. C'est terrible quand même. Allez, oui, puis les vieux, vous auriez pu montrer l'exemple quand même. Bien. Greffier, veuillez compter l'assistance, je vous prie. Hein? Ah, bon. Eh ben, vous pouvez vous rasseoir maintenant. Debout! Ah, non, je plaisante, les cœurs. Mais attention, la prochaine fois, il y a un protocole à respecter, hein? On est au tribunal ici, on n'est pas un déjeuner champêtre, n'est-ce pas, madame la greffière? Ah là là, madame la procureure, mes hommages. Maître Busy. Où est-ce qu'il est passé encore celui-là? Madame la procureure, vous savez où est Maître Busy? Madame la greffière, Maître Busy, vous savez où oui, je comprends rien, désolé, je vous le dis. Qu'est-ce qu'il est? Il est resté à l'heure d'hiver ou quoi, hein? Je vais faire un rapport au bâtonnier du barreau, ça va lui faire liquider quelque part, croyez-moi. Ouais, d'accord. Le temps qu'on parle, je te rappelle, ouais. Ça va? Un couscous si tu veux. Attends, c'est un peu le bordel, ouais. Bonjour, ça va? Ouais. Excuse-moi, je te rappelle, j'arrive au tribunal, je te fais un bisou. Ouais, allez, bisous. Ça va? Monsieur le Président, Maître Busy. je m'excuse pour ce retard indépendant de ma volonté. On comprend plus rien depuis le rétablissement des contrôles aux frontières. Hein. On perd un temps fou. En plus, avec ce système de tribunal itinérant, un coup c'est ici, un coup c'est là. Non, Maître Busy, gardez votre chalif pour le procès. Hein. De toute façon, vous avez toujours une bonne excuse pour tout. Hein. C'est bien simple. Vous auriez dû être syndicaliste, tiens, plutôt qu'avocat. Je ne vois pas le rapport. Oui, ben moi je le vois. Hein. Bon, toujours est-il que je vous renouvelle mes excuses et en profite pour solliciter le renvoi de l'affaire. Quoi encore? Non, mais c'est la troisième fois que vous me faites le coup. Non, mais vous savez combien ça coûte d'organiser un procès de cette envergure? On juge pas le vol à l'arraché sur une vieille dame ici. Je ne vois pas le rapport. Ben moi je le vois. Je suis bien curieux de connaître votre nouvelle raison de nouvelle demande de renvoi. Tiens. Monsieur le Président, je me permets de vous rappeler que le renvoi est un droit et que ma cliente est affairée, qu'elle a beaucoup de choses à faire actuellement, comme par exemple les négociations en cours sur le Brexit ou autres événements exceptionnels survenus sur son territoire. Ces événements exceptionnels font l'objet de nouvelles pièces qui n'ont pas été versées au dossier par la partie adverse. Alors bon, d'où la nouvelle demande de renvoi. Madame la procureure, y a-t-il des pièces qui n'aient pas été mises à la disposition de la défense? Mais absolument pas, Monsieur le Président. L'ensemble des pièces en notre possession a bien été mis à la disposition de la défense, conformément aux règles en vigueur. À moins que l'avocat de la défense soit en capacité de prouver le contraire. Oh, c'est mesquin, ça, madame le procureur. Vous savez très bien que je suis dans l'incapacité de le démontrer pour les raisons que vous connaissez. Eh bien, moi, je ne veux pas les connaître. Eh, si vous êtes dans l'incapacité de prouver que vous n'avez pas eu accès aux pièces dans les délais légaux, eh bien, l'affaire est réglée et votre demande de renvoi est rejetée. Monsieur le Président, sauf votre respect, je me permets de vous préciser que le renvoi est un droit et qu'une récente décision de la CDEH du 23 juillet 2013 rappelle que si la Cour n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la présente convention, elle doit constater la violation du droit des requérants conformément à l'article 6, alinéa 1 de la convention. C'est bon, ça y est. Ça y est, vous avez terminé, Maître Busy? Oui. Hein? Alors, venez là. Venez. Un bon conseil. Quand on arrive en retard à une audience de tribunal, on fait profil bas, sous peine d'agacer le président du tribunal. Alors, gardez vos effets de manche pour le procès qui s'apprête à se tenir, même en l'absence de votre cliente, dont vous avez le pouvoir de représentation, n'est-ce pas? Alors, à votre place. Bien. Assesseur. Veuillez. Assesseur. Ah, c'est vous aussi, l'assesseur? Ah bah dis donc, les budgets de la justice, ça va bon train, hein. Alors, veuillez noter le refus de renvoi du procès à la demande de la défense, l'absence injustifiée de l'accusé. J'ai un certificat médical. L'absence justifiée de l'accusé, qui
qui sera représenté ce jour par son avocat, Maître Bizy, ici présent. Bien, monsieur le greffier, nous allons procéder à la prestation de serment des jurés, je vous prie. Au regard du caractère exceptionnel du procès qui s'ouvre à cet instant, l'ensemble de l'audience ici présente s'apprête à prêter serment. Veuillez donc tous vous lever. Bravo la jeunesse française. Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre l'Europe. De ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux des victimes. De ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration. De n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection. De vous rappeler que l'accusé est présumé innocent. Ah oui, non. Et que le doute doit lui profiter. De vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme propre et libre. Oui, madame la procureure, les femmes aussi, évidemment. Et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. Ceci pour le meilleur et pour le pire, et jusqu'à ce que la mort vous sépare. Dites, je jure. Bien, vous pouvez embrasser les jurés. Oui, non, c'est une façon de parler, hein, une simple accolade suffira. Bien, pour terminer, je vous rappelle que, conformément à l'article 308 du Code de procédure pénale, les débats pourront faire l'objet d'un enregistrement sonore et audiovisuel. Bien. Je vais procéder désormais à la lecture de l'ordonnance de mise en accusation rappelant le contexte de l'affaire, ainsi que la qualification légale des faits qui sont l'objet de l'accusation. Sur plainte du requérant... Oui, à ma place. Bien sûr, monsieur le président. Citizens' Rights Europe for Democracy. Qui s'est porté partie civile, nous jugeons donc ce jour la dénommée... Union européenne, plus communément appelée Europe. 60 ans, de sexe fluctuant, de parents franco-allemands, mariés selon le régime du traité de Lisbonne. Oui. 28 pays à charge. Ah, ça c'est... Dont un handicapé. Ah. Résidant généralement à Bruxelles, mais ayant des résidences secondaires connues à Strasbourg et au Luxembourg. Et plus récemment au Panama. Ah, greffier noté Panama. Après instruction de l'affaire, il est constaté les faits suivants. Après une enfance heureuse dans les années 60, marquée par un contexte de paix et de croissance économique, l'Europe voit sa famille s'agrandir progressivement dans les années 70-80. Un accident domestique marquera profondément l'avenir de la jeune Europe. La chute du mur de Berlin. Elle en sortira avec quelques cicatrices. Désormais adulte, Europe est pleine d'ambition et d'énergie. Elle voyage, se fait de nouveaux amis qui rejoignent sa famille de cœur, les Européens. Signe de nouveaux traités à Maastricht, à Amsterdam. Découvre le charmant petit village luxembourgeois de Schengen, qui deviendra célèbre malgré lui, et s'initie aux nouvelles technologies de la téléphonie mobile et de l'Internet qui facilitent les relations entre Européens. Pour autant, L'Europe sera vite dépassée par les événements.
Les conséquences de la chute du mur de Berlin se font vite ressentir. Des problématiques de stabilité Est-Ouest nécessitent une greffe rapide de ses membres à extérieur droit. Malgré une stabilité économique liée à la création de l'euro, les années 2000 voient le ciel s'assombrir progressivement. L'Europe grossit, avec 10 nouveaux pays en 2004, à la limite de l'obésité. Oui, je sais, en musique c'est beaucoup. À la limite de l'obésité, je disais. Tout est plus compliqué. L'administration, la bureaucratie, les prises de décision. Fini les années d'insouciance, place aux années de défiance. Les Européens commencent à se plaindre de cette Europe qu'ils ne reconnaissent plus. Crise des réfugiés, crise de gouvernance, crise financière, crise économique. Europe est dépassée. Europe est menacée de l'extérieur comme de l'intérieur. Elle ne voit plus clair et commence à développer des problèmes de coordination de ses membres. Accusée de toutes parts de tous les maux, la crise atteint son paroxysme ces dernières années, et plus encore ces derniers mois, avec le Brexit et la montée des nationalistes. Les Européens s'organisent, demandent des comptes et faits marquants, entament des procédures judiciaires pour dénoncer les agissements de l'Europe à la dérive. Ce procès est donc une première. L'instruction a été confiée au tribunal des affaires exceptionnelles à caractère communautaire que j'ai l'honneur de présider. Au terme de l'instruction ont été retenus les chefs d'inculpation suivants auxquels la prévenue devra pouvoir répondre. L'Europe est accusée d'entrave à la libre circulation des citoyens au sein de l'espace Schengen. L'Europe est accusée d'atteinte au principe de solidarité intracommunautaire avec préméditation. L'Europe est accusée d'incontinence réglementaire entravant la bonne circulation des flux. L'Europe est accusée de publicité mensongère et tromperie institutionnelle sur la nature du projet européen. C'est fini? Oui, c'est tout. La question, les questions posées à la Cour et aux jurés sont les suivantes. L'Europe est-elle pénalement responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons, notamment sur le Brexit? Les Européens sont-ils victimes ou complices? Les entraves récentes sur la mobilité des personnes sont-elles constitutives d'un motif de rupture du pacte européen? Vitam impande vero. Bien, monsieur l'huissier appariteur, procédons à la présentation des témoins, s'il vous plaît. Allez, mon petit, allez, allez. Il pas que ça à faire, hein, avant que la prochaine sonnerie ne retentisse. Bien. Bien. Très bien. Eu égard aux contraintes de l'espace mis à notre disposition, les témoins sont exceptionnellement autorisés à rester dans l'enceinte du tribunal pendant les délibérations. Mais attention, vous ne devez absolument pas conférer de l'affaire avant votre déposition. Est-ce bien clair? Et quand on dit ne pas conférer de l'affaire, c'est ne pas conférer Oui, de non, l'affaire. mais maître Bizy, c'est exact d'abord, c'est ce que je viens de dire. Ensuite, la parole est à vous. Alors, s'il vous plaît, veuillez plutôt nous exposer quelle sera votre stratégie de défense. Notre stratégie de défense. Oui, votre stratégie de défense. Ah non. Notre stratégie de défense. Ah, bon, si vous commencez à jouer au perroquet, alors on s'en sort plus. Je ne joue pas, monsieur le président, et puisque vous m'avez refusé un légitime report du procès, je me permets juste de préciser que ma stratégie de défense est en fait notre stratégie de défense. Ah, excusez-moi, je ne vous suis pas du tout, là. Eh bien, tout simplement, je souhaiterais préciser que lorsque nous parlons d'Europe, nous parlons de nous-mêmes avant toute chose. De notre histoire, de notre présent, de notre futur.
Alors, mais si vous commencez à jouer avec les mots... Je ne joue pas, Monsieur le Président. Et je m'attachais à démontrer, tout au long de ce procès, l'absurdité même des différents chefs d'inculpation, l'aberration de leur formulation, l'inconsistance de leurs allégations. Ouais, non, mais n'en faites pas trop tout de même, Maître Busy. Gardez-en un petit peu pour la fin. Très juste. Non, ce que je veux dire par là, en fait, c'est que l'Europe est une idée avant d'être un système. Une construction portée par des hommes Et des femmes. Si vous voulez, Madame le procureur. Mais bon, on ne va pas refaire l'histoire, hein, à moins de nous démontrer que Adenauer, Bech, Bayen, Churchill, De Gasperi, Monet, Schumann et d'autres encore étaient transsexuels. N'y peut rien, moi, madame, si la politique a longtemps été une histoire d'hommes. Oh, mais Maître Busy, vous savez très bien comme moi que c'est bien là le problème. Ah non, Vous savez ah non, comme non, moi ah que non, c'est non, la politique ah non, avec madame vous. la procureure, je vous en supplie, laissez terminer Maître Busy, c'est déjà assez pénible comme ça. Ah oui. Merci, Monsieur le Président. Bref, l'Europe, c'est moi. L'Europe, c'est vous. C'est Madame la procureure, c'est la paruteuse, c'est les jurés. Et oui, mesdames et messieurs, les jurés, ce que je m'apprête à démontrer, c'est que vous n'êtes pas de simples jurés. En jugeant l'Europe, vous vous apprêtez à juger les 510 millions de citoyens qui la composent. Et même si nous élisons des personnes pour prendre des décisions, même si nous finançons par l'impôt des fonctionnaires pour la faire fonctionner, nous sommes collectivement responsables de ces actes. S'il s'agit de juger nos actes, eh bien pour ma part, je plaiderai non coupable. Bah dites donc, vous êtes en forme, Maître Busy, ça fait plaisir à voir. Hein. Madame la procureure a quelque chose à rajouter là-dessus. Oh. Que voulez-vous que je rajoute, Monsieur le Président? Je suis consternée par l'axe de défense de Maître Busy. Ah oui, à ce compte-là, je suppose que Maître Busy se sent collectivement responsable de voleurs, des dealers, des criminels et autres violeurs qui chaque jour encombrent nos tribunaux. Mais je le suis, Madame le procureur. D'ailleurs, nous le sommes tous. Oui, c'est ça, faites le beau parleur. On verra bien qui rira dernier au moment de la sentence. Vous n'avez donc pas changé, hein, toujours le même. À la ville comme à la scène. Hein. Comme on dirait dans le sud, que de la bouche. Que de la bouche, moi? Que de la Non, bouche. mais tu as vu comment tu me parles? On est au tribunal, là, quand même, hein, tu parles pas comme un Eh bien, chien, hein. très bien. Ça suffit, enfin, Maître Busy, Madame la procureure, Maître Busy a raison, nous sommes en pleine audience, surveillez votre langage. Excusez-moi, ça m'a échappé. Bon, allez, serrez-vous la main, on n'en parle plus. Sûrement pas. Alors Alors là, Maître Busy, allez, faites pas votre boudin. Bon, d'accord, je mettrai un mot d'avertissement dans le carnet de Madame la procureure. Mais pourquoi, Ça va pas, Monsieur le Président? j'ai un procès à tenir, moi, alors serrez-vous la main, on n'en parle plus. Allez. Allez. Bien, Madame la procureure, puis-je vous suggérer d'appeler la barre notre premier témoin, histoire qu'on avance un tout petit peu, quand même. Tout à fait, Monsieur le Président. J'appelle donc à la barre notre premier témoin. Ah. Bien le bonjour, ça va, vous êtes en forme? Oui, bien prête, alors on y va, allez-y, je vous en prie, présentez-vous là-bas. Voilà. Oui. Non mais, face au juré, hein. Non, évidemment. Bien, veuillez décliner à la cour vos noms, prénoms, âge, situation familiale, adresse et profession, je répéterai pas. Élisa Jaffrenou, 42 ans, je vis en Ardèche à Saint-Julien-du-Cerf, j'ai 2 enfants et je vis en concubinage. Connaissez-vous personnellement l'accusé au moment de votre déposition? Oui, Êtes-vous parent ou allié de l'accusé? en quelque sorte, Êtes-vous attaché au service de l'accusé? oui. Vous jurez de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la bonne main et dites « je le jure ». Je le jure. Bien, très bien. Alors, afin de mieux comprendre le premier chef d'inculpation portant sur l'entrave à la libre circulation au sein
de l'espace Schengen. Pourriez-vous nous expliquer brièvement comment la circulation des biens, des services et des personnes s'est construite en Europe? Alors, de là où je vous parle, je suis moi technicienne d'un programme européen qui s'appelle LEADER et qui intervient sur les 2/3 de l'Ardèche. Moi, je constate que la libre circulation des personnes est tout à fait possible, puisque sur ce territoire-là, on manque de jeunes, vous le savez ici. En Ardèche, il y a malheureusement moins de jeunes que dans d'autres territoires. Et donc, on a décidé de confier une partie de l'argent européen qu'on gère à des jeunes et ils ont décidé de favoriser avec cet argent-là la mobilité des personnes sur le territoire ardéchois. Donc la mobilité et la circulation des personnes, ça veut dire notamment de pouvoir se déplacer sur son propre territoire, aller travailler, aller au lycée, aller voir des amis, aller faire des activités de loisirs. Et donc c'est permettre de vivre de manière correcte sur son territoire de vie. Voilà, c'est la première chose que je voudrais répondre. Bien. Mais c'est fort clair, vous savez, on a tout compris. Monsieur l'avocat de la défense, le témoin est à vous. Bonjour. Alors, l'Europe a fêté l'an dernier ses 60 ans. C'est un âge tout à fait respectable comparé à la moyenne d'âge de l'audience. On a un cas de figure qui est quand même un petit peu unique aujourd'hui, c'est que pour la première fois, on a affaire à une génération qui n'a connu que l'euro et qui peut-être n'a pas la même perception de l'Europe qu'ont pu l'avoir nos aînés, par exemple, quand elles l'ont bâtie et construite. Alors, ma question, elle est très simple, c'est est-ce que l'Europe est aujourd'hui adaptée aux enjeux de la jeunesse? Qu'en pensez-vous? J'ai envie de vous dire oui. Puisque nous l'expérimentons sur notre territoire. Nous avons mobilisé des jeunes de 13 à 30 ans et nous leur avons proposé de gérer un budget européen pour que les projets qu'on finance sur les territoires correspondent à leurs problématiques, à leurs besoins. Donc c'est bien aujourd'hui chez nous des jeunes de 13 à 30 ans qui ont décidé d'un certain nombre de thématiques qui étaient prioritaires pour eux. Donc la mobilité, j'en ai parlé. Mais également l'environnement, la participation citoyenne. Et donc, c'est eux qui vont choisir les projets qui, selon eux, correspondent à leurs besoins. La participation citoyenne est un grand mot valise dans lequel on peut mettre beaucoup de choses. Ça se traduit comment, la participation citoyenne des jeunes dans le projet européen? Concrètement, comme vous l'avez évoqué par rapport à la moyenne d'âge de cette salle, aujourd'hui, dans la plupart des instances de décision politique, dans un conseil municipal, dans un conseil départemental, on a majoritairement des moins jeunes et des hommes. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se dire comment on peut faire pour impliquer les jeunes et leur donner envie de s'impliquer dans le développement de leur territoire et dans l'Europe. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de leur confier concrètement un budget. Donc la participation citoyenne des jeunes, elle commence pour nous par ça, la gestion de financement public, et pour leur permettre de découvrir tout ça et demain peut-être de leur donner envie d'être élus sur leur territoire. Donc du coup, vous confirmez aux jurés ici présents que pour l'Europe, la jeunesse reste bien une priorité. Bien sûr, elle est une priorité pour le territoire, tout à fait. Merci, Madame Jaffrenou. Madame la procureure. Madame Jaffrenou, Maître Bizy aime bien la poésie et les belles histoires, mais je pense que nos jurés aujourd'hui ont besoin de concret et qu'on revienne à la réalité. Aujourd'hui, on le sait, les jeunes ne peuvent pas travailler dans l'Europe. Je pense que vous pouvez nous donner, si vous les avez, les chiffres du chômage des jeunes en Europe en 2018. Alors, si vous l'avez, sinon je peux vous aiguiller. Je veux bien que vous me l'aiguillez. Je connais la situation plutôt ardéchoise, mais européenne. Alors en Europe, on est à 15,9% de taux de chômage, sans parler des 25% qu'on atteint en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, regardez, c'est simple. 1, 2, 3, 4 au chômage. 1, 2, 3, 4 au chômage. Voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui. Donc moi, je vous repose la question. Qu'est-ce que l'Europe fait pour nos jeunes aujourd'hui pour qu'ils s'inscrivent sur le marché du travail ? Alors concrètement, l'Europe a un programme qui s'appelle Erasmus+, qui permet de favoriser la mobilité européenne des jeunes, justement de leur découvrir non seulement d'autres pays, d'autres cultures, mais aussi d'autres métiers. Puisque voilà, ce soit sous la forme d'un stage, que ce soit sous une année de formation, on peut facilement aujourd'hui se déplacer sur toute l'Europe pour augmenter ses chances demain de trouver un emploi. Mais comment justifiez-vous ce chiffre exorbitant? Un quart des jeunes en France sont en chômage.
15,9% des jeunes européens sont au chômage. Vous pensez vraiment que l'Europe promet un avenir pour nos jeunes ? Alors, je ne sais pas si l'Europe est tout à fait complètement responsable de tout, et notamment de ce taux de chômage-là. Je pense que les États membres aussi ont une partie de responsabilité dans C'est au juré qu'il faut Pardon. s'adresser, madame. Je pense que les États ont aussi leur part de responsabilité dans les politiques publiques qui sont menées aujourd'hui. Vous pouvez le rappeler un petit peu plus fort parce que je pense que c'est un détail qui a été omis par Madame la procureure, la responsabilité des États membres. Des États membres, et oui, puisque l'Europe est composée d'États membres, et je pense que c'est important de le rappeler. L'Europe, quant à elle, fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a, et a pris un certain nombre de mesures, notamment, vous l'avez rappelé vous-même, pour réguler le marché de l'emploi. Je pense notamment à la question des travailleurs détachés. De toute façon, on voit bien que le témoin de mèche avec l'avocat de la défense, ça ne m'étonne pas, c'est complètement ton genre de femme. Quoi Non. Monsieur le Président, dites quelque chose. Mais le procureur, quand même, gardez vos distances. C'est déplacé, ça. Bah oui, quand même. Ne vous faites pas influencer, madame, par Maître Busy. En plus, c'est même pas mon genre de femme. Alors. Maître. Enfin bref, Madame Jaffrenou, est-ce que vous pourriez un petit peu nous donner des exemples de projets européens, de questions qui ont été travaillées sur ces questions-là? Vous avez abordé la question de la mobilité, vous avez abordé la question de l'éco-citoyenneté ou de la responsabilité. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la question de l'environnement? C'est quoi les enjeux du moment pour la génération qui est devant nous? Alors, ce que les 13-30 ans nous ont exprimé quand on a travaillé avec eux, c'est effectivement que c'est une problématique qui est la plus essentielle pour eux, plus que les questions justement d'emploi qui viennent d'être évoquées. Ils ont le sentiment effectivement que ce monde part à volo et que rien n'est fait, et du coup ils aimeraient vraiment pouvoir agir au quotidien sur ces enjeux environnementaux. On l'a évoqué, ça passe par la mobilité, notamment par la mobilité douce. Ça passe par des petites actions qui peuvent être aussi, par exemple, le développement de coins nature. C'est quoi une mobilité douce? Alors la mobilité douce, c'est toutes les formes de mobilité qui ne vont pas être polluantes. Donc c'est-à-dire, ça peut être le développement du vélo électrique, de la voiture électrique. Ça peut être aussi le développement de systèmes piétonniers. Par exemple, il y a des pédibus qui existent aujourd'hui. Voilà, donc toutes ces formes, que ce soit aussi le covoiturage. Sur notre territoire, on a aussi une opération en ce moment qui se développe qui s'appelle le Pouce Stop. L'idée, c'est que des personnes puissent accueillir des mineurs dans leur voiture, mais dont on dispose de la carte d'identité, du permis de construire, de façon à développer dans certaines vallées ardéchoises où la mobilité est difficile, du pouce, mais de manière sécurisée et organisée pour les mineurs. Et ça, c'est des vraies aspirations des jeunes. Ils l'attendent. C'est-à-dire que ce n'est pas par contrainte. Non, concrètement, sur des territoires ruraux comme les nôtres, où il y a peu de déplacements possibles avec des bus, etc., c'est vraiment une attente forte des jeunes qui ont envie de vivre sur leur territoire, de pouvoir non seulement se rencontrer, mais mener à diverses activités, d'avoir accès à cette mobilité-là. Merci Madame Jaffrenou, c'est bien joli tout ça, vous parlez des attentes des jeunes, mais vous ne parlez pas de leur peur et de leurs craintes. Et il me semble que vous oubliez, vous omettez, et vous avez juré de dire toute la vérité, un sujet important aujourd'hui. Vous parlez d'environnement. Vous n'avez pas évoqué l'affaire sur le glyphosate, par exemple. Donc les jeunes aujourd'hui ont besoin de savoir pourquoi l'Agence européenne de sécurité des aliments a émis un avis favorable sur la prolongation de commercialisation de ce produit. Oui, Maître Busy, il faut en parler, il faut parler de tout aujourd'hui. Et Madame la députée pourrait peut-être nous dire pourquoi elle a voté la prolongation de ce produit. En temps venu, nous éditionnerons, Madame la députée. En temps venu, nous éditionnerons Madame la députée. Mais alors, Madame Jaffrenou peut témoigner auprès de nos jeunes aujourd'hui dans quelle mesure l'Europe protège ses concitoyens en émettant ce genre d'avis favorable sur ce genre de produit. Alors aujourd'hui, je ne nie pas qu'il y a un certain nombre de contradictions à l'échelle européenne. En tout cas, de là où je parle, aujourd'hui, je ne peux pas agir sur ces éléments-là, ni les jeunes. Par contre, on a décidé ensemble qu'on pouvait agir sur un certain nombre d'enjeux environnementaux. Donc nous ne sommes pas de notre collectivement territoire. responsables, Maître Busy. L'Europe a sa part de responsabilité. L'Europe démarre sur ces territoires, et je pense que l'approche de Madame Jaffrenou est tout à fait cohérente, c'est-à-dire que l'Europe commence à l'endroit où on habite. J'en ai terminé avec le premier témoin, Madame. Nous avons terminé, vous pouvez libérer le témoin. Merci beaucoup, Madame. Votre témoignage fut précieux et très cohérent. Merci beaucoup. Bien. Eh bien, Monsieur le Président, il me semble qu'après ce premier témoignage, brillant par ailleurs,
l'Europe sort blanchie de la plupart des chefs d'inculpation listés à son encontre. Il me semble au contraire, Monsieur le Président, que malgré sa partialité évidente, le témoin a montré de nombreuses failles et de nombreux manquements de l'Europe vis-à-vis de ses concitoyens. Monsieur le Président, il me semble que Madame la procureure a encore dû jouer au mot croisé pendant mon audition et que certaines évidences lui ont échappé. Monsieur le Président, je pense que l'avocat de la défense s'est écouté parler comme ça à son habitude et qu'il n'a retenu qu'est-ce qu'il voulait bien entendre. Monsieur le Président, je vous invite à signaler à Madame la procureure que je ne saurais tolérer plus longtemps ces remarques déplacées. Monsieur le Président, veuillez rappeler à l'avocat de la défense que c'est lui qui a ouvert les hostilités et que je ne suis pas du genre à me laisser marcher sur les pieds. Monsieur le Président, Monsieur le Président, dites quelque chose. Philippe a fait faire une c'est insupportable. J'avais les My European is rich, and my third. My European is rich, and my third. My European is triste. Ah, bordel de langue de merde! Il y a les langues vivantes, les langues mortes et les langues de merde, avec l'anglais at the top of the list. Tu parles d'une promotion. Président de la Cour aux affaires exceptionnelles à caractère communautaire. Ah oui, ça fait beau, hein, ça pète. Je me suis bien fait avoir. Tu parles d'une promotion. Je me revois accepter la proposition. Ah oui, merci beaucoup. Ah oui, c'est trop d'honneur, oui, le couronnement d'une carrière. Mon père au premier rang. Oh, mon père. Vas-y que je te pousse, hein? Vas-y que je te conduis dans l'impasse. Digne héritier d'une dynastie de magistrats depuis 7 générations, plus qu'une vocation, un devoir. Laver l'affront de ce frère devenu fleuriste. Réussir. Gravir les marches, monter toujours plus haut, qu'importe le poste, pourvu qu'on ait l'ivresse. Ah, tu as de quoi être fier, hein? Ouais, tu as obtenu tout ce que toi, papa, tu voulais de ton vivant et que tu n'as pas eu. Les rencontres, les voyages, l'influence internationale, la considération, le respect, la crainte. Et moi, j'ai pas eu le temps de réfléchir à ce que je voulais vraiment, pas eu la possibilité. Peut-être pas eu le courage. Tu parles d'un poste. Je suis incapable de citer le nom des 28 pays membres de l'Union européenne. Incapable de donner le nombre de députés européens, et encore moins le nom des députés européens français. Je ne connais pas les mécanismes de l'UE. Et surtout, je suis génétiquement incompatible avec la langue anglaise. Je suis français, je suis auto-centré, je suis chauvin. J'aime le bon vin, j'aime mon jardin, je n'ai pas de goût particulier pour l'exotisme, à part les haïkus et les sudoku. Et pourtant je suis là, affichant mes certitudes, assumant le regard de ceux qui attendent de moi la décision, forcément juste, de celui qui sait. Monsieur le Président, votre honneur, votre Altesse, votre Majesté. Misérables humains, ceci s'adresse à vous. Je n'entends raisonner que des plaintes frivoles. Quiconque en pareil cas se croit haï des cieux qu'il considère écube. Il rendra grâce aux dieux.
Je juge, mais que sais-je au final? Oh, oui, je sais le droit, je connais les règles, les procédures, je sais juger, mais quel est l'impact et la légitimité de ma vision française sur un jugement européen? Y a-t-il seulement une vision européenne possible? Ou sommes-nous dans l'illusion de pays autocentrés que l'on place dans un espace commun, à l'image d'une crèche avec 28 braillards entassés les uns sur les autres? I don't want to play with you. Ah, allora, vaffanculo. L'Europe me fait douter, l'Europe me fait peur. L'Europe a grandi plus vite que moi, je me sens complètement dépassé. C'était tellement plus simple quand il y avait un grand mur qui coupait l'Europe en deux. D'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants. Tellement plus simple. Tellement plus simple. Je peux t'aider, Philippe. Bon, je rappelle aux jurés qu'ils ont prêté serment et que l'écoute la plus active est requise durant l'audition des témoins. Bien, qui a convoqué le second témoin? Qui a convoqué le second témoin, maître Bizy? C'est moi. Non, mais alors qu'est-ce que vous attendez? Qu'il sèche sur place, c'est ça? Alors dépêchons, s'il vous plaît, avançons. J'appelle à la barre le second témoin. Merci, merci. Oh, oh non. Bonjour. Bien, ça va? Peut-être un peu la veste. Ouais, voilà. Bien, merci, vous pouvez procéder. Bien, veuillez décliner à la cour vos noms, prénoms, âge, situation familiale, adresse et profession. Sylvie Guillaume, j'ai 55 ans, je vis à côté de Lyon, je suis députée européenne, j'ai 2 enfants, je vis aussi en union libre. Waouh, députée européenne, carrément. C'est vrai? Vice-présidente du Parlement. Wow. Monsieur le juge. Connaissez-vous personnellement l'accusé au moment de votre déposition? Oui. Êtes-vous parent ou allié de l'accusé? Parents ou alliés, oui, parents non. Êtes-vous attaché au service de l'accusé? Oui. Vous jurez de parler sans rien et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main inverse à votre gauche et dites « Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches » ou « Je le jure », c'est comme vous voulez. Je le jure. Oh, bien. L'Europe étant accusée de publicité mensongère et de tromperie institutionnelle sur la nature du projet européen, pourriez-vous tenter d'expliquer à la Cour et à tous nos jurés ici présents, en termes clairs et précis, c'est quoi ton travail du coup? C'est quoi? Mais un éclaircissement s'impose, Madame la députée. Très bien. Mon travail, qui est en fait une fonction, c'est d'être élu au service des Européens, au service des Français, pour concevoir des lois européennes qu'on appelle des directives ou des règlements. Donc mon travail est à peu près similaire à celui des députés français, mais sur une échelle de 510 millions de personnes. Wow. Pour faire en sorte, notamment, si je peux me permettre de préciser, Je vous en prie. notamment d'harmoniser les lois pour tout le monde, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde puisse avoir les mêmes références dans l'Union européenne et pas quelques droits qui soient des droits nationaux seulement. Bien. Merci pour cette précision qui nous éclaire ô combien. Madame la procureure, Mais oui, Madame la Le députée témoin est à vous. doit être au courant et nos jurés seront ravis de l'apprendre du budget de la France pour l'Europe. Alors, parlons chiffres. Petite révision. En 2015, quelle a été la contribution de la France pour l'Europe, Madame la députée? Aux jurés, s'il vous plaît. Si Je dirais 30 milliards. Ah, On est un petit peu en dessous. On est à 22,6 milliards, Madame la députée. généreuse, madame la Continuons. Combien la France a touché suite à ce qu'elle a renvoyé, elle? Un petit peu moins. Nous sommes un pays où nous contribuons. Merci de plus vous que adresser nous aux jurés, je vous prie. Nous sommes un pays qui contribuons plus que nous ne recevons, c'est-à-dire qu'en raison de notre activité économique, nous sommes en situation de participer au budget européen et de recevoir, mais un petit peu moins. Restons sur les chiffres, Madame la députée. Je dirais 18 milliards. Alors, on est encore un petit peu moins, on est à 14 milliards, ce qui fait un manque à gagner de, si on fait un calcul rapide, 9 milliards d'euros en comptant les frais de douane. Donc ma question est très simple et je pense que les jurés seront très intéressés par cette question.
à quoi ça sert d'envoyer de l'argent à l'Europe alors qu'on pourrait le gérer nous-mêmes et puis en avoir plus, en fait. Sauf que ce n'est pas seulement une question d'argent, madame le procureur. Alors cet argent, il ne sert pas à rien, il ne sert pas à engraisser des gens, ou comme on l'entend souvent, des fonctionnaires européens. Il revient à 95% sur les territoires. Donc quand les Français envoient 100 € au plan européen, ils reçoivent en retour 95 € pour gérer effectivement Ce n'est pas le ratio politiques. que nous avons ici, puisque nous sommes à 14 milliards Avec, pour 22 milliards. C'est pour de ça que dépenses. nous allons peut-être avoir un peu du mal à nous entendre, madame la procureure, c'est que moi je raisonne réellement européen. Et c'est, je pense, effectivement un souci que nous pouvons avoir, c'est que tant qu'on continuera d'avoir strictement une réponse ou une façon d'apprécier les choses strictement d'un point de vue national, eh bien on aura un peu de difficulté à voir les choses en grand. L'idée d'un Parlement européen, c'est d'avoir des règles pour tout le monde, pour les 510 millions de personnes, et pas seulement d'adapter le droit français ou l'argent français à la France. Sinon, effectivement, on pourrait le faire nous-mêmes. Mais je pense qu'on a une force de frappe et une capacité d'action qui est infiniment plus forte si on met de l'argent en commun pour traiter un certain nombre de politiques. Prenons par exemple la politique agricole commune, je pense que le précédent témoin l'a dit assez clairement. Si on reste dans nos frontières avec notre argent, eh ben, on va avoir une capacité d'action qui sera moins forte. Et donc l'idée, c'est d'être plus forts ensemble. Néanmoins, quand on parle de 25% de taux de chômage chez les jeunes, on se demanderait si cet argent ne serait pas un peu plus utile sur le plan national. Je pense, madame le procureur et chers jurés, que l'Europe a eu une action absolument déterminante dans la lutte contre le chômage des jeunes. Et si vous prenez un exemple, qui est une initiative qui s'appelle l'Initiative pour l'emploi des jeunes, c'est de l'argent qui est confié aux États membres, justement pour agir pour toute l'Union européenne. Et donc, par exemple, c'est faire en sorte que les jeunes qui sortent, on les appelle les NEET, vous savez, les N-E-E-T, ils ne sont pas dans l'emploi, ils ne sont plus à l'école et ils ne sont pas encore en formation. L'idée européenne, c'est de concevoir une action européenne, communautaire, et de venir aider les États membres à trouver du boulot pour les jeunes ou trouver une formation pour les jeunes. Ça, si on le fait entre nous, si on le fait dans les frontières italiennes, espagnoles, slovaques, on n'y arrivera Mais pas. apparemment, c'est un échec. Non, ça n'est pas un échec, madame le procureur, parce que si on avait laissé la Grèce se débrouiller toute seule, je suis désolée, les jeunes Grecs seraient encore plus au chômage. Ils ont été jusqu'à 50% d'une tranche d'âge au chômage ces dernières années. Si l'Europe n'est pas là pour aider la Grèce, ça sera 60% d'une tranche d'âge ou plus. Donc je pense que c'était important que l'Union européenne vienne en aide aux autorités grecques pour les jeunes. Je crois que Maître Bizy a quelque chose à vous dire. Je vous présente, Pardon, je m'énerve, monsieur. je vous présente mes excuses au nom de ma collègue qui est omnubilée par les chiffres. Alors peut-être Nous ne avant sommes pas solidaires. d'engager Vous n'avez pas présenté vos mes questions, pour s'il vous moi. plaît, Madame la procureure. Juste une première question d'accroche. Est-ce que nous nous connaissons déjà? Tous les deux? Oui. Non. Non, parce que Madame la procureure serait capable de laisser sous-entendre que... Donc du coup, je préfère clarifier ce point-là tout de suite. Puisque Madame la procureure est omnubilée par les chiffres, je vais continuer dans sa lancée de manière un petit peu différente. Peut-être rappeler aux jurés que le budget de l'Union européenne, de manière globale, vous le connaissez? Annuellement, Oui. c'est 130 milliards d'euros. Oui, c'est ça, entre 130 et 150 milliards d'euros, pour 28 États membres, hein, on est d'accord? Est-ce que vous pouvez le mettre en comparaison avec le budget de la France, qui est de 373 milliards d'euros, et je ne parle même pas du budget des États-Unis, qui est de plus de 1000 milliards d'euros. Vous faites la démonstration vous-même. Alors, la question, elle est très simple, puisque vous êtes actuellement en fonction. Est-ce bien raisonnable d'attendre tant de résultats de l'Europe avec si peu de moyens? Ben, si vous voulez bien, je vais vous répondre à l'inverse, je vais répondre aux jurés à l'inverse. Il faut, à mon avis, plus d'argent pour mieux aider les Européens à se défendre dans le contexte international. Vous avez fait la comparaison avec les États-Unis, vous pourriez le faire avec les autres ensembles continentaux. Si on en reste à 130 ou 150, ça dépend ce que vous considérez dans le budget, on est vraiment des nains. Le budget européen, c'est pour chacun d'entre vous, chacun des Français, par exemple, c'est 0,80 € par jour. Donc, c'est quand même pas quelque chose d'énorme. Et mon point de vue, ça n'est pas
qu'il faille réduire ce budget, il faut au contraire l'augmenter pour le rendre plus puissant et donc trouver d'autres ressources. Mais ça, on le fait comment? Parce que là, on est le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que d'un côté, on nous dit l'Europe ne fait pas assez, et en même temps, on n'a pas les moyens de le faire. Si, Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour pouvoir... Là, à mon avis, on doit être en train de négocier le prochain budget de l'UE. Qu'est-ce que vous faites pour aller au-delà? Ce qu'on fait, c'est qu'on dit... vous savez comment c'est fait le budget européen? Vous savez comment il est constitué? En tant que citoyen, Madame la j'en ai une procureure, petite idée, il y a mais je vous en prie... Elle a évoqué ce qu'on appelle les ressources, c'est-à-dire la contribution des États membres. Donc chacun des États membres amène une part du budget européen pour faire ce 130 à 100, allez, on l'a fait à 140 pour être d'accord, pour faire 140 milliards par an. Et puis il y a des petits morceaux à côté, il y a les droits de douane. Nous, l'idée qu'on a, c'est que quand on dit il faut plus d'argent, c'est pas de le reprendre dans les États membres ou dans la poche des Européens, mais d'avoir des taxes. Alors pas des taxes comme on en a des impôts, mais par exemple la taxe sur les transactions financières. Je vous en dis un mot vraiment le plus simplement possible. S'il vous plaît, oui. Le plus simplement possible, c'est de considérer que quand il y a des échanges financiers entre les boîtes ou entre les bourses, eh bien, on a beaucoup d'argent qui circule. Et si on prend une toute petite partie de ce qui circule, ça peut faire une taxe qui vient dans le budget européen. C'est $1 pour les Européens, c'est quasiment $1 pour les boîtes et pour les bourses européennes, parce que c'est tellement pas visible, mais par contre pour le budget européen c'est très important. Et si on a plus d'argent, on peut faire plus d'actions, plus aider les jeunes Européens encore avec les initiatives sur l'emploi des jeunes par exemple, mais aussi plus les aider à être mobiles. Mais sur cette taxe, on en parle concrètement depuis 2008, depuis la crise financière. Pourquoi ça n'a pas été mis en place? Pourquoi? Mais vous aviez les réponses tout à l'heure, vous l'avez dite, monsieur l'avocat. Vous l'avez dite en disant que l'Europe, c'est pas désincarné. L'Europe, c'est aussi constitué, il y a un Parlement, il y a la Commission et il y a des États membres. Et les États membres ont toujours bloqué cette décision. Parce que, vous savez, l'Union européenne, c'est de la discussion, c'est de la négociation. Alors, on essaye de discuter entre nous, parlementaires, puis après, on passe en face du Conseil, c'est-à-dire les États membres, les représentants, les gouvernements. Et la plupart du temps, eh ben, ils ont une réaction nationale et ils disent « on n'en veut pas ». Ou alors, on voudrait faire comme ci ou on voudrait faire comme ça. Et nous, notre idée, c'est de faire en sorte que justement, on puisse passer par-dessus ça et avoir une décision réellement collective. J'entends. Excusez-moi, Madame la députée et Maître Bizy, mais on fait quand même le procès de l'Europe. Alors dire que ce n'est jamais la faute de l'Europe, je pense que les citoyens aujourd'hui n'auraient pas mis l'Europe à la barre si elle n'avait pas quelques retorts à se faire. Je suis d'accord avec vous, madame, elle a plein de défauts. Merci quand même de le reconnaître, d'autant que vous avez juré de dire la vérité. La vérité, c'est qu'elle a beaucoup de défauts. Dans ma position, comme disait le précédent juré, moi j'essaye d'agir pour faire en sorte de modifier le cours européen et de la rendre effectivement plus adaptée D'ailleurs, aux à ce citoyens. propos, à l'Assemblée, vous traitez de beaucoup de sujets, non? Donnez-nous quelques exemples, jurés, des genres de sujets dont vous traitez. Alors là où moi, Rapidement, voilà, faisons une petite liste. J'ai bien compris. On a parlé d'économie, on a parlé d'environnement, on parle de mobilité. Il y en a tout un tas d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup. La culture, effectivement. Moi, je suis inscrite dans 2 commissions de travail. Donc, mes sujets, les sujets que j'apprécie le plus, sur lesquels je travaille le plus, c'est les questions de migration et d'asile et les questions de culture. Et on va parler pour vous et vos collaborateurs. Vous maîtrisez tous les sujets parfaitement? Non. Bien sûr que non. Donc, de Nous temps sommes en temps, 751, madame. vous pouvez utiliser des petits procédés comme des copier-coller des textes soumis par les lobbies, par exemple? Je vois où vous voulez en venir, madame. Vous voulez revenir au glyphosate. Merci de vous adresser aux jurés. Je pense que Madame les la jurés députée. ont besoin d'un petit éclaircissement. J'ai juste une petite précision comme ça. Alors, l'ONG Global 2000 a prouvé qu'une grande partie du dossier de réautorisation du glyphosate avait été finalement un copier-coller d'un rapport écrit par un groupe de lobbying industriel dont fait partie Monsanto. Vous, les députés européens, vous avez voté pour cette prolongation. Comment pouvez-vous nous dire aux jurés aujourd'hui, est-ce que l'Europe est directement commandée par les lobbies ou indirectement commandée par les lobbies? Je voudrais juste savoir si on sait vraiment de quoi on parle. Le glyphosate, c'est un produit phytosanitaire donc, qui est utilisé beaucoup dans l'agriculture et qui permet, en gros, pour faire vite, de tuer les mauvaises herbes et qui est le produit phare d'un groupe qui s'appelle Monsanto et qui a été notifié par le CIRC comme un produit cancérigène. C'est exact. Il y a plusieurs enquêtes, mais celle-ci, j'y crois parce que je connais le sérieux du Centre international de recherche contre le cancer. Ce que vous a indiqué Madame la procureure est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une agence européenne s'est pas trop fatiguée et a pris des morceaux entiers
de ce qui avait été rédigé par Monsanto et ses sbires pour les mettre dans un rapport qui disait « faut faire ci ou faut faire ça ». Et en gros, le « faut faire ça », c'était de prolonger l'autorisation d'utiliser ce produit glyphosate. Et c'est vrai que les lobbies, c'est puissant en l'Union européenne. Nous, on a essayé comme parlementaires d'être aussi puissants qu'eux. On n'a pas tout à fait réussi parce qu'on était divisés. Il y avait des gens qui disaient finalement, on n'a qu'à réautoriser ce produit pendant 7 ans. Et puis on s'en fiche, tant pis pour la santé des Européens, on n'a qu'à le faire. Et nous, enfin, en tout cas moi, j'étais partie de ces gens qui ne voulaient pas de réautorisation. Mais l'Europe a sa part de responsabilité. L'Europe a sa part de responsabilité. Quand il faut effectivement voter, on prend nos responsabilités. Donc moi, mon vote initial, c'était de dire je ne veux pas qu'on réautorise le produit de Monsanto, le glyphosate. Et puis, on n'a pas été suffisamment nombreux pour obtenir l'abandon de ce produit. Et donc, on a été obligé de prendre une deuxième décision qui est moins favorable, mais qui limite, qui est une autorisation de 3 ans. Donc, on a évité le pire, mais on n'a pas évité le mieux. Malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, c'est important que les jurés entendent la part de responsabilité de l'Europe et du Parlement européen dans cette question. C'est bien qu'elle l'entende, et je pense que Madame la députée a été honnête sur cette question-là, et qu'elle a bien rappelé, j'en suis désolé, il y a quand même besoin de complexité dans ces dossiers-là. On ne peut pas tout simplifier et dire comme ça, demain on va arrêter le glyphosate. Vous savez bien que ça ne marche pas comme ça. Ça prend un certain temps. Non mais ça suffit. S'il vous plaît. Et que vous aimez la poésie, notamment Victor Hugo et ses grandes descriptions littéraires, mais ici nous faisons le procès de l'Europe. Et nous faisons, moi je représente la parole des citoyens. Madame la procureure, si vous en avez terminé avec le témoin, je vous demande de la libérer et puis après c'est tout. Voilà, vous terminerez vos discussions. Non, j'aimerais donner la parole à Madame la députée sur des questions différentes qu'une fixette sur le glyphosate. S'il vous plaît, oui, mais alors, on parle de choses sérieuses. Dépêchons. Après moi j'ai un golf, alors on va pas tarder quoi. Vous avez abordé la question des commissions que vous dirigiez vous-même dans laquelle vous participiez. Est-ce que vous pouvez illustrer ce qui se passe dans ces commissions? Parce que ça, je pense qu'on a besoin de comprendre les mécanismes. Ceux des lobbies ont été bien expliqués, ceux des commissions, pas plus que ça. Et en l'occurrence, la commission principale dans laquelle je travaille n'est absolument pas ouverte aux lobbies, puisqu'il n'y a pas d'intérêt économique. Je travaille notamment dans une commission qui s'appelle Liberté civile, justice, affaires intérieures. C'est la migration et l'asile. Et une grosse partie de mon travail, c'est de faire en sorte qu'on soit harmonisé sur toutes les politiques d'asile, par exemple. Donc, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas plus facile dans un endroit ou pas plus dur dans un endroit d'obtenir l'asile. Et je travaille également dans la commission culture. Et là, une grosse partie de mon travail, c'est de faire en sorte de sauvegarder le budget d'Erasmus, dont il a déjà été fait question, et qui est vraiment une des politiques phares européennes qui permet la mobilité des jeunes dans toute l'Europe, d'aller faire ses études, et pas seulement quand on est membre d'une grande école, mais maintenant, et parce qu'on a beaucoup travaillé au Parlement européen, même pour les apprentis, pour pouvoir se déplacer dans l'Union européenne et acquérir des compétences ailleurs. Donc voilà très concrètement une partie de mon travail. Est-ce qu'on a bon espoir que le programme Erasmus soit renforcé, par exemple, puisqu'il concerne beaucoup de jeunes ici? Il a été renforcé, il a été élargi, et je surveille de très près pour en revenir aux questions d'argent, le budget qui est en train de se nouer, c'est-à-dire le cadre pluriannuel, le budget pluriannuel qui est en train de se négocier, parce qu'on a toujours des inquiétudes sur ces politiques-là qui sont fondamentales. Je trouve que Maître Bizy a toujours un élan complètement magique pour refaire revenir sur des questions complètement littéraires et théoriques, alors qu'on parle de la réalité, on parle des scandales sanitaires, on parle d'économie catastrophique, on parle de l'Europe d'aujourd'hui, Maître. Oui, mais à cause de vous, les populismes montent avec des réflexions. Mais il n'est pas question de populisme, il est question de parler de la réalité. Alors là, non mais si vous voulez qu'on gère le libérons notre moi j'en ai terminé avec le témoin. Allez, moi non. Monsieur le Président, si vous le permettez, Maître Bizy ne s'en sortira pas comme ça. Oui, mais rapidement, Madame la procureure, je vous en prie. Très bien. Madame la députée, vous êtes une élue de la République, n'est-ce pas? Vous êtes donc attachée à la démocratie. C'est exact. Bon, vous vous êtes présenté devant les électeurs, vous avez donc la légitimité pour porter des décisions qui engagent votre collectivité. Oui. Bon, alors trouvez-vous normal que le Parlement européen dont vous faites partie ne soit pas à l'initiative des lois comme tout Parlement qui se respecte, mais qu'au contraire ce soit un ramassis de technocrates grassement payés sous la coupe des lobbies de tout poil qui en est la responsabilité. Vous trouvez ça normal, Madame la députée? Vous répondez juste par oui ou par non, s'il vous plaît.
Vu la complexité Oui des ou choses- non, madame la députée? Alors, vous comprenez pourquoi les citoyens sont si nombreux à bouder les urnes lors des élections européennes, qui sont en fait un simulacre démocratique. Monsieur le Président, Je n'ai pas terminé, je n'ai pas terminé. N'êtes-vous pas surprise d'ailleurs du manque de connaissances de vos administrés sur les questions européennes? Faisons un petit test, là, puisque nous avons une belle assemblée. Vous devez connaître parfaitement combien nous avons de députés qui siègent au Parlement européen, j'imagine, puisque vous connaissez très bien les questions. Alors, un chiffre. 150. Il me semble que c'est un peu plus. 750, on y est presque. Alors là, je dirais que nous sommes tombés sur un miracle, n'est-ce pas, Maître Bizy? Il sera ravi de cette suis ravi. réponse opportune, mais ça n'arrive jamais, évidemment, puisque personne ne connaît ce chiffre habituellement. Et donc, si nous continuons sur cette lancée, alors monsieur pourra nous nommer le nom des 13 députés qui sont élus pour le sud-est de la France. On en a une ici, alors c'est facile, mais il en reste 12. Alors Rivasi, Cornillet, non, il ne me semble pas. Cornillet, Rivasi. Alors, oh oui, excusez-moi, monsieur, mais ça ne fait que 2. Muselier, je vais vous aider. Grosse tête, Dantin, Payon, Guillaume qu'on a ici, Rivasi, Démonstration est faite, Goulard, madame la procureure. etc. Monsieur le etc. Président, etc. j'aimerais rappeler que ce n'est pas une audition, hein, c'est un Ce n'est pas une interrogatoire. audition. Madame la procureure, je suis désolé d'être tout à fait d'accord avec Maître Bizy. Voilà, c'est notre témoin, non pas notre accusé, hein, ici. Mais je suis tout à fait d'accord. Mais je suis tout à fait d'accord. Madame Guillaume est bien témoin dans cette affaire, malgré son statut de députée. Oui, comme nous tous. Elle est témoin, ici, du lent naufrage d'une Europe à la dérive, pilotée par des personnes aussi illégitimes qu'incompétentes, telles le Costa Concordia, abandonné par son capitaine. Oui, nous sommes tous témoins dans cette affaire. Témoins des croissants dysfonctionnements d'une Europe qui n'a de compte à rendre à personne. Et la vérité, mesdames et messieurs les jurés, c'est que nous en payons tous le prix fort, aujourd'hui tous, ici présents, dans notre quotidien, dans nos relations, dans nos vies. N'est-ce pas, José? Bien, huissier, s'il n'y a plus de témoins auditionnés, je propose de passer au réquisitoire de Madame la procureure. Merci beaucoup, Madame la députée, pour votre brillant témoignage. Merci. Sûrement pas, d'avoir monsieur le Président, je m'y oppose. Comment ça, sûrement pas? Vous ne pensez pas que je vais permettre la tenue d'un procès à charge contre ma cliente? J'ai l'impression de retrouver l'atmosphère des procès staliniens. Je ne vous permets pas! Comment osez-vous? Il ne vous permet pas. Comment osez-vous? Vous croyez que je ne vois pas clair dans votre jeu? Depuis le début du procès, Madame la procureure s'acharne à démontrer ce que l'Europe fait ou ne fait pas pour ses citoyens. Comment elle le fait, si c'est bien ou pas. Mais pas à un seul moment vous ne vous êtes posé la vraie question. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour l'Europe? Oui, vous, tous là ici présents. Vous êtes des spectateurs de l'Europe. Vous êtes des commentateurs de l'Europe. Pire, vous êtes des spectateurs de l'Europe. Oui, en fait, c'est ça, vous n'êtes pas des citoyens, vous êtes des clients circulant dans une très grande boutique. Pardon? Je vais vous prendre un forfait mobilité limitée avec un pack études supérieures. Ensuite, je vais vous prendre une carte européenne d'assurance maladie qui me permettra de me faire soigner n'importe où en Europe sans surcoût. Et enfin, je vais vous prendre un pack entrepreneur qui me permettra de monter ma boîte aux meilleures conditions dans le pays de mon choix. Pardon? C'est valable aussi pour les autres. Vous voulez dire pour les touristes? Ah, pas que. Quoi? Les plombiers polonais et roumains peuvent aussi venir bosser chez nous? Ah, mais je suis pas d'accord, moi. On n'a pas besoin d'étrangers qui viennent nous piquer nos boulots et qui viennent profiter de nos avantages quand même. C'est ça la réalité. Chacun cherche son propre intérêt. On ferme les yeux sur les conditions générales de vente. On ferme les yeux tant qu'on est satisfait. Et quand ça ne va pas, on se plaint. Comme vous, Madame la procureure. Vous ne plaidez pas, vous vous plaignez. C'est vous qui devriez être dans le box des accusés. Enfin, José, calme-toi. Faut pas se mettre dans un état pareil, hein. C'est qu'un procès, après tout. Faut prendre de la distance. Quoi?
Tu oses me parler de distance? Après ce que tu as fait? Après ce que tu as fait à notre couple? José, viens, on va faire une petite pause, on va boire un petit café, ça va détendre tout le monde. Ah, viens, et puis tu sais, ce soir, on ira au restaurant, on ira manger, tu sais, les Jamais comment tu m'as parlé? Oui, oui, je sais, mais je ne pensais pas. Oh, je ne pensais pas. Allô mes petits loulous, c'est maman. Bon, j'espérais vous avoir en direct. Eh bien, je voulais vous faire un gros bisou. J'espère que vous ne vous chamaillez pas trop et que vous faites bien vos devoirs. Hein. Surtout, n'embêtez pas trop mamie. Hein, et travaillez bien à l'école. Je voulais vous dire que je vais faire mon possible pour rentrer ce week-end, mais vous savez, maman a beaucoup de travail, alors ça va dépendre des affaires qu'elle a terminées, mais je vais faire mon possible, mes loulous. Hein. Bon, je vous fais un gros bisou. Voilà. Bisous, maman. Je m'appelle Marion Durieux, j'ai 34 ans et je suis procureure à la Cour des affaires exceptionnelles à caractère communautaire depuis 2 ans. Anciennement substitut du procureur au tribunal de grande instance de Nice. Je suis complètement investie dans mon travail comme dans ma vie. Une vie que j'ai choisie. Une vie pour laquelle je me suis battue. On ne m'a rien offert. Je ne suis pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Pendant que les fils à papa et maman trompaient l'ennui d'une vie déjà toute tracée, moi, j'enchaînais les petits boulots mal payés et les révisions nocturnes dans des chambres universitaires miteuses. J'ai serré les dents pendant mes stages, à faire le sale boulot sur toutes sortes de dossiers, pendant que mes employeurs traitaient des affaires de mœurs pour savoir qui couchait avec qui au palais. Non, on ne m'a rien offert. Et ma place de major de promo, mes appréciations, mes avancements, je ne les dois qu'à moi. Et à la médiocrité des collègues sans talent ni vocation qui arpentent les couloirs bondés des tribunaux. Je n'ai rien à me reprocher. Rien à regretter. Vous pouvez creuser, vous ne trouverez rien. Je sers l'intérêt général, je défends la cause publique, point, sans faillir. Pardon? Non, je ne vois pas de quelle zone d'ombre vous voulez parler. Ma vie privée n'a rien à voir avec la fonction que j'occupe. Je n'ai rien à en dire. Comment? Mes enfants n'ont rien à voir avec tout ça. Oui, c'est ma mère qui les garde en ce moment, et alors? C'est temporaire. Pardon? Pourquoi pas leur père? Ça dépend lequel? L'alcoolique ou l'anonyme? Bon, vous cherchez quoi au juste là? À me déstabiliser, c'est ça? Hein? Mais vous n'y parviendrez pas. Je suis blindée, je n'ai rien à cacher. Ce n'est pas moi qui ai choisi ce poste. J'ai été mutée. Oh, pardon. J'ai été promue, ah bah oui. Vous comprenez, on appelle ça comme ça chez nous, une promotion. Vous savez, ça emmerde certaines personnes quand on fait trop bien son travail. Quand on cherche une vérité que pas grand monde ne souhaite voir ou entendre. Vous savez comment on m'appelait à Nice? La mouche à merde. Et oui, mais comme personne n'a le courage de se débarrasser de la merde, alors on vire la mouche. Alors cessez vos insinuations douteuses sur la façon dont je gère ma vie privée et mes enfants, hein? Vous croyez que l'institution s'est intéressée à ma vie privée et à mes enfants quand ils m'ont muté par 3 fois aux 4 coins du pays, en plein milieu d'année scolaire, sans me demander mon avis, hein, sans savoir si j'avais de la famille proche, sans savoir si cela aurait un impact sur ma vie personnelle? Je n'ai pas choisi les affaires européennes. Alors l'Europe, pour moi, c'est surtout une distance. C'est surtout une distance qui me sépare de ma famille et de mes enfants. L'Europe, c'est des heures de train ou d'avion. L'Europe, c'est l'anonymat d'une chambre d'hôtel
ou d'un appartement sur Airbnb. L'Europe, c'est des relations sociales qui se limitent à mes échanges Skype ou Facebook. L'Europe, c'est mon sujet de travail. Mon avis importe peu. Je me fiche de savoir si l'Europe est une chance ou si elle ne l'est pas. Peut-être qu'elle l'est ou pas. En tout cas, pas pour moi. Marion, je voulais te dire... Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai du travail qui m'attend. Marion, qu'est-ce que tu fais là? Marion, je voulais te dire que j'étais désolé. Bien, l'audience reprend. Greffier, veuillez noter. Où est-ce qu'elle est encore passée, celle-là? Non, mais c'est un moulin, cette baraque, c'est pas possible. Monsieur le Président, Mais, je voulais vous dire que j'étais désolé pour le comportement déplacé que j'ai eu avant. Non, Monsieur le Président, la coupure d'audience. écoutez, c'est en partie de ma faute. Non, c'est la Non, mienne, c'est vrai, vraiment, je- je suis maître, désolé, je- je suis... Ah non, ouais, voyez, ça sonne. Voilà, il faut arrêter. Voilà. Ah non, 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 je vous en supplie. Je suis pas juge aux affaires familiales non plus, je vous en supplie. Revenons tout de suite à l'information principale de la journée qui provoque déjà un séisme politique sans précédent. En début de matinée, le nouveau président du Parlement européen, Antonio Tajani, a annoncé d'une voix grave la fin définitive de l'espace Schengen. Cette annonce fait suite aux récents attentats meurtriers survenus ces dernières semaines dans plusieurs capitales européennes. Face à l'incapacité de la lutte collective contre le terrorisme, plusieurs pays, dont la France, ont annoncé vouloir reprendre le contrôle souverain de leurs frontières. Selon les analystes, la perspective de la fin de Schengen marque tout simplement la fin annoncée de la construction européenne. Écoutons tout de suite l'annonce du président Tajani. Ce jour est un jour sombre pour les citoyennes européennes. Après une réunion de crise qui s'est prolongée jusqu'à tard dans la nuit, les membres du Parlement ne purent que constater les désaccords profonds qui les opposaient sur les moyens d'assurer les conditions de sécurité et de contrôle aux frontières extérieures comme intérieures de l'Europe. Cette décision, que je regrette personnellement, marque la fin automatique des accords de Schengen. Plusieurs nations européennes ont fait ce jour le choix de repli nationaliste. C'est un choix dangereux qui remet en cause les principes même de la construction européenne. Je ne ferai pas plus de commentaires. Les réactions des différents chefs d'État ne se sont pas fait attendre. Le monde semble être depuis ce matin en ébullition. Les réseaux sociaux s'affolent et les bourses mondiales dégringolent, anticipant l'impact de cette annonce sur l'économie européenne et mondiale. José, je suis désolée pour ta cliente. Vraiment. Elle était si jeune. Elle avait à peine 60 ans, on venait de fêter son anniversaire l'année dernière à Rome. Elle aurait pu vivre au moins 1000 ans. Oh, je la vois encore. Faire ses premiers pas, ouvrir ses premières frontières, parler ses premières langues, compter ses premiers euros. Oh, bien sûr, elle a commis quelques erreurs de jeunesse, mais qui n'en a pas commis, Marion? Oh, elle ne mérite pas ça. Ah, écoute, José, rien n'est encore terminé. Ils vont peut-être changer d'avis. Ils vont peut-être se rendre compte qu'ils se sont trompés. Comme nous, Marion. Mais j'ai pris ma décision. Nous allons terminer ce procès. Mais Philippe! Y'a pas de mais. La justice est indépendante et n'a pas à être influencée par une quelconque agitation politicienne. Mais enfin, Philippe, non! Tu as entendu comme nous. Il s'agit peut-être de la fin de l'Europe. Non, non. Prononce une suspension du procès le temps qu'on y voit plus clair, Philippe, tout de même. Y'a pas de Philippe qui tienne. C'est Monsieur le Président à votre place, Madame la procureure. Mais elle a raison, Philippe. Monsieur le Président. Mais alors, objection, Il n'y a pas d'objection. On n'est pas aux États-Unis ici, maître. Contestation, Mais ni alors. contestation, ni objection, ni rien du tout. On termine ce procès, un point c'est tout. Et vous avez terminé vos dépositions. Alors rentrez dans la salle. Vice-président, dites-lui quelque chose. Silence! Ou je fais raguer du barreau, raguer du parquet. Je suis le président aux affaires exceptionnelles à caractère communautaire. Moi, président, je serai garant de l'indépendance de la justice. Moi, président, je ferai régner l'ordre et le droit. Moi, président, je ferai l'honneur de ma famille et de mes amis. Moi, président, je ferai ce que je voudrais parce que je suis le président et que je vous emmerde. Madame la procureure, monsieur l'avocat de la défense, vent réquisitoire qu'on en termine.
Mesdames et messieurs les jurés, dans ce procès, vous êtes invités à juger l'Europe. Les preuves Il va de sont soi que accablantes pour ma et part, nombreuses. je vous inciterai à vous Traitement prononcer social, pour une relaxe sécurité, totale. agriculture, santé, Dans ce économie, procès, tous l'Europe les est un sujets bouc majeurs émissaire. sont arbitrés. L'Europe est le miroir de nos propres Vous en percevez failles, les méfaits, vous en de nos éprouvez propres les contraintes incohérences, dans votre quotidien. de nos mesquineries. La condamnée Et n'y pourtant, changera rien, elles le sont que la recul face est illusoire. émergée d'un iceberg à la La limite, mondialisation prêt à est une engloutir réalité la avec laquelle il va falloir Alors, composer. le seul rempart À reste nous la justice. de trouver les Le meilleures seul rempart solutions reste pour vivre votre ensemble. Votre capacité à dire stop. À nous Votre et à, légitimité à réclamer du changement. et à vous À vous de décider maintenant du sort futur de l'Europe. de l'Europe. Bien, merci pour ces réquisitoires particulièrement clairs et argumentés. Bien, l'heure est donc au délibéré. Veuillez donc tous vous lever. Vous serez donc consultés individuellement. Chacun devra répondre aux différents chefs d'inculpation portés contre l'Europe. Bourreau, veuillez rappeler les règles de délibéré au juré. Merci bien. Bien. Ah, un petit détail. Vos téléphones portables seront confisqués durant toute la durée des délibérés jusqu'au jugement. Alors, n'oubliez pas de prévenir vos familles de votre absence durant les délibérés qui peuvent durer jusqu'à quelques jours. Hein? Des questions? Bien. Alors maintenant, à vous de vous forger votre intime conviction.